Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire. Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'est un grand honneur pour moi de faire la première présentation, la première formation réelle de ce programme qui est mené par des gens très motivés comme Gianluca et Arnaud. Donc, pour me présenter tout d'abord, Nicolas Cloent, je travaille à l'AIE depuis maintenant 2 ans dans dans notre centre de données, à la collecte et à la mise en forme des données historiques de l'Afrique, de l'ensemble des pays africains qui servent dans différentes présentations différentes publications que nous communiquons et que nous partageons, mais également ces données servent plus tard à la modélisation et aux autres types tels que WIO. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, cette première présentation sera une vision, une revue des fondamentaux des statistiques de l'énergie, donc de nos méthodologies, de comment nous travaillons avec nos données, également de comment nous s'organise la collecte des données, sur quel système d'information se baser, et enfin, une dernière partie qui sera présentée par mon collègue Gianluca sur comment s'organise, comment faire des vérifications et des validations de vos données énergétiques. En avant-propos, nous allons commencer par une activité collaborative tous ensemble. Donc, je vous invite je vous invite à vous rendre sur le site Mentimeter que nous avons ici. Alors, vous avez ici sur le site menti.com le code pour rejoindre cette présentation. Est-ce que... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Nous avons des premières réponses qui arrivent. Donc oui, cet outil nous permet de voir en temps réel les réponses que vous allez donner à nos différentes questions. Et pour ces deux premières questions que nous allons vous poser, nous ne vous donnerons pas tout de suite quelle est la bonne réponse. C'est une manière pour nous de voir comment vous allez appréhender, comment vous allez vous approprier ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Donc, nous avons pour l'instant 16 réponses. Je pense que nous sommes un peu moins d'une vingtaine. Nous sommes un peu moins d'une vingtaine dans la présentation. Donc, nous avons pour l'instant 17 participants. Bon, très bien. Manifestement, il y a une majorité des personnes qui pensent que le pouvoir calorifique représente la quantité d'énergie contenue dans un combustible. Nous verrons au cours de la présentation si c'est le cas ou pas. Passons maintenant à la seconde question. Voici. Donc la seconde question est: comment pouvez-vous vérifier des données d'intrant et de sortant d'une centrale thermique? Il se peut que vous ayez à réactualiser votre page, mais vous n'avez pas à changer de code. Il s'agit du même code. Tout au long de la présentation, nous utiliserons le même code pour les différentes questions. C'est simplement de réactualiser votre page pour voir les différentes réponses. Vérifie le chat, la conversation en même temps. Donc oui, a priori. Aussi,
pendant que vous êtes en train de regarder cette première question, n'hésitez pas à laisser vos questions dans la boîte de dialogue correspondante qui s'appelle questions et réponses dans le logiciel. Mes collègues et moi-même regarderons vos différentes questions et essaierons d'y répondre soit par écrit, soit directement en les transmettant à l'orateur actuel. Donc, pour vous, la vérification des données d'intrant et de sortant d'une centrale se fait en comparant le rapport sortant et intrant avec les efficacités attendues pour ce type de centrale. Nous verrons si c'est bien cela très bientôt. Très bien. Maintenant, nous allons revenir à la présentation. Donc, comme je vous le disais en préambule, cette première présentation se fera en 3 parties. La première sera donc sur des principes fondamentaux pour les statistiques énergétiques, donc nos méthodologies et quels sont les éléments clés que nous recherchons et comment nous organisons ces données par la suite. Ensuite, nous verrons comment s'organise la collecte des données énergétiques à un niveau national et quelles sont les recommandations que nous pouvons avoir à ce propos. Et enfin, mon collègue Gianluca vous fera la présentation de la dernière partie sur les procédures et méthodes de validation de ces données une fois que vous avez collecté. Donc, commençons par le début. Sur quoi nous basons-nous? Sur quoi notre travail sur les données LAIE repose-t-il? Eh bien, il repose sur les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques, ou IRS en anglais, International Recommendation for Energy Statistics, qui sont un ensemble de définitions qui ont été approuvées par un comité international au sein des Nations Unies, afin de permettre une comparaison entre les différents produits énergétiques, entre les différents flux de consommation ou de transformation, et enfin entre les pays aussi, ce qui permet d'établir des politiques et des règles dans les différents accords qui seront signés. Enfin, une dernière chose, c'est que un des objectifs était d'améliorer la transparence des données pour justement aider à une vision internationale du monde de l'énergie. Donc, différentes organisations internationales ont également adopté ces recommandations avec les méthodologies de l'ARS qui permet une comparaison entre leurs données et les nôtres, mais également l'UEMOA qui a récemment publié ses données sur une nouvelle plateforme web et qui sont compatibles avec les recommandations de l'ARS. Pourquoi est-ce que cela est important? Comme je vous disais, c'est important de pouvoir comparer et voir et étudier quelles sont les différentes données dans différents pays, différentes organisations, pour mieux comprendre et mieux analyser les situations, trouver des solutions qui existeraient peut-être déjà ou proposer de nouvelles solutions. Maintenant, voyons, nous avons notre méthodologie de base. Maintenant, voyons comment nous organisons nos données. La principale distinction que nous faisons dans ces bases de données est celle de structure en un côté l'approvisionnement en produits énergétiques et de l'autre la demande en produits énergétiques. Donc, en rouge, vous voyez la partie demande et en bleu, vous voyez la partie approvisionnement. Dans l'approvisionnement, vous avez bien évidemment la production, ce qu'on appelle la production commercialisable. Ce n'est pas des produits bruts, mais des produits tels qu'ils peuvent être distribués sur le marché intérieur du pays. Nous avons donc différents types de production, les imports et exports, le commerce international, le soudage maritime et aérien international, qui nous incorporons dans cette zone peut être traité de certaines manières sur les méthodologies. Et enfin, les augmentations ou réductions des stocks de ces produits énergétiques. Tout cela forme la partie approvisionnement, donc la quantité de produits énergétiques qui peut être utilisée au sein de l'ensemble pays.
Ce qui peut être aussi le cas dans un plus grande échelle quand nous faisons des agrégats sur des continents ou des agrégats géographiques. La seconde partie de cette structure est celle de la demande, avec les intrants dans les transformations et les consommations finales de l'énergie, qui se regroupent dans différents secteurs tels que l'industrie, les secteurs résidentiels, commerciaux, etc. Entre ces deux éléments, nous avons un premier élément de validation qui est très important et qui est important de souligner ici. Entre l'approvisionnement et la demande, nous avons ce que nous appelons la différence statistique. Cette différence représente justement les différences de mesure, de source, d'origine des points de données que nous pouvons avoir. Et arithmétiquement, très facilement, il s'agit de la différence entre la demande et l'approvisionnement. La valeur peut être négative ou positive. Et il est souvent très suspicieux d'avoir des différences statistiques très élevées, s'il peut indiquer qu'un des flux d'approvisionnement ou de demande est manquant, ou alors une différence qui serait nulle partout, ce qui indiquerait justement des flux ou des produits qui ont été estimés et forcés pour atteindre un équilibre parfait. Il est normal d'avoir une très faible différence statistique pour l'ensemble des pays ou des flux. Maintenant que nous avons notre structure de base pour nos données, nous allons voir sous quelle unité et comment nous allons faire rentrer ces données. Les points de données peuvent être collectés dans différentes unités. Nous pouvons avoir des kilotonnes, des kilogrammes, des mètres cubes, des unités énergétiques, telles que le terajoule, le kilo de pétrole, la kilotonne de pétrole équivalent ou de charbon équivalent, les unités thermales britanniques ou alors même des pieds cubes, si l'on souhaite, dans certains cas. C'est pour ça qu'il est important de correctement documenter vos données et de vérifier lorsque vous les collectez, en quelle unité nous travaillons et dans quelle unité vous voulez ensuite transformer ces données. Un élément important lorsque vous travaillez ainsi est le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique étant l'indicateur, l'élément qui vous permettra de passer d'une unité physique à une unité énergétique. Les unités sont en général une unité énergétique en rapport avec une unité de quantité, que ce soit une masse ou un volume. Donc, la définition scientifique de ce pouvoir est la chaleur ou l'énergie obtenue à partir d'une unité d'un certain combustible lors de sa combustion. Donc, c'est ce que nous a dit clairement, il s'agit en fait de voir la qualité du combustible, quelle est la quantité d'énergie que l'on peut tirer de tel ou tel produit énergétique. En général, pour chaque type de produit énergétique, nous avons une fourchette, un écart de valeur que nous attendons, que nous pouvons voir. Et cela implique que, suivant les pays que nous regarderons, ou suivant les sources même au sein d'un pays, suivant les mines ou les puits de forage, nous n'aurons pas les mêmes pouvoirs calorifiques. Par exemple, ici, nous voyons un extrait de notre base de données sur le charbon bitumineux, qui en Afrique du Sud a un pouvoir calorifique bien moindre que celui produit au Maroc. Cela vient tout simplement de la nature des sols dans lesquels les mines sont installées dans ces différents pays. Malheureusement, ça ne pourrait pas être aussi simple que d'avoir un seul pouvoir calorifique. Nous avons en réalité, quand nous regardons les données, deux pouvoirs calorifiques qui peuvent être apportés, le supérieur et l'inférieur. Ce qui se passe quand on fait brûler un combustible, c'est qu'une partie du produit et de l'eau qui sera perdue au cours du changement d'état sous la forme de vapeur d'eau, ce qui représente une quantité d'énergie non négligeable en réalité lors de la combustion pour la plupart des produits. Ce qui amène à avoir deux types de pouvoir calorifique, ce qu'on appelle le pouvoir calorifique supérieur, qui sera l'énergie grossière, brute, que l'on obtient directement lors de la combustion. Et ensuite, nous aurons le pouvoir calorifique inférieur, qui représentera la chaleur utile que l'on obtient, en soustrayant la partie perdue lors du changement de phase de ce produit énergétique. La plupart des produits, normalement, et des laboratoires vous préciseront s'ils travaillent avec un pouvoir calorifique inférieur ou supérieur. Mais si vous manquez des informations, nous avons des approximations qui fonctionnent dans la plupart des cas pour les différents produits, à savoir
que pour le gaz naturel, le PCS représentera le PCI est en réalité 90% du PCS. Donc, PCI, pouvoir calorifique inférieur, PCS, pouvoir calorifique supérieur. Dans le cas du pétrole ou du charbon, cette différence se fait aux alentours de 95%. Un dernier point sur comment rapporter vos données. Lorsque vous travaillez à une échelle nationale, vous devez avoir un pouvoir calorifique qui sera harmonisé sur l'ensemble de votre territoire, un pouvoir calorifique moyen pour l'ensemble du territoire. Prenons l'exemple ici d'un pays imaginaire où il n'y aurait que 2 champs de gaz naturel. Le champ 1 produit 4 milliards de mètres cubes à un certain PCS et le champ B en produit 1 à 1 milliard de mètres cubes à un autre PCS. La plupart du gaz provenant du champ de meilleure qualité, il va vous falloir faire rendre cela visible sur votre pouvoir calorifique moyen pour le pays. Nous avons donc ici la formule générale de la moyenne pondérée que vous pouvez utiliser pour justement établir un pouvoir calorifique supérieur qui sera représentatif lorsque vous parlerez des données nationales. Il ne sera pas représentatif si vous parlez uniquement du champ A ou B, mais lorsque vous présenterez vos données nationales, là, il deviendra représentatif et intéressant pour les différentes utilisations. La formule générique étant, pour la moyenne pondérée, que l'on multiplie le pouvoir calorifique par la quantité associée. Nous faisons la somme de tous ces produits et nous la divisons par la quantité totale produite dans le pays. Voilà, maintenant que nous avons vu comment présenter nos unités suivant nos données suivant différentes unités, voyons maintenant comment ces structures se présentent réellement dans nos publications. Vous avez ici un exemple de balance énergétique qui nous permet de représenter tous les produits énergétiques et tous les flux dans une seule et même unité. Ici, nous avons choisi de représenter dans une unité énergétique qui est le kilotonne d'équivalent pétrole, mais vous pouvez choisir d'autres unités énergétiques qui vous conviennent mieux pour vos calculs. L'important étant de le documenter précisément. Vous retrouvez les différentes structures dont je vous ai parlé précédemment, à savoir l'approvisionnement sur les premières lignes de ce tableau qui vous donne les différents flux d'approvisionnement pour les différents produits en colonne, et la demande que vous retrouvez sur les lignes inférieures qui vous permettent de voir où sont consommés ces produits énergétiques. Ah, on me fait rappeler que oui, en effet, il s'agit d'un bilan énergétique et pas d'une balance. Toutes mes excuses. Ma langue a fourché déjà. Donc, dans ce bilan, vous pouvez voir également différentes lignes au sein de la demande qui représentent différents grands secteurs de consommation. Par exemple, nous avons ici la consommation du secteur énergétique. Par exemple, la quantité de fuel, de produits énergétiques qui peuvent être consommés pour la consommation propre d'une centrale électrique. Nous avons également les flux de transformation de ces différents produits énergétiques. Par exemple, la quantité de gaz naturel qui sera consommée pour produire de l'électricité. Et enfin, nous avons ce que nous appelons les consommations finales de l'énergie, qui sont les consommations dans les autres secteurs tels que l'industrie, le secteur résidentiel ou les transports, donc par les utilisateurs finaux des produits énergétiques. Il est temps maintenant de retourner vers un autre quiz. Alors, voilà, donc une nouvelle question qui vous est posée, qui vous demande quelles sont les unités que nous utilisons dans un bilan énergétique. Donc, je vous laisse répondre à ces questions. On profite pour regarder si nous avons des questions ou pas. A priori, je ne vois rien dans l'onglet questions et réponses de l'auto-meeting. N'hésitez pas si vous avez
Si vous avez des questions à les poser sur cette page. Donc, manifestement, nous avons une majorité des personnes qui, oui, en effet, quand nous parlons d'un bilan énergétique, il est préférable d'utiliser des unités énergétiques afin de pouvoir justement correctement comparer les différents produits énergétiques. Ça vous permet, par exemple, de comparer les consommations en électricité, les consommations en pétrole dans un pays. Ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément possible avec une autre unité. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie de notre présentation qui sera sur les implications de la collecte et des données énergétiques à un niveau national. Donc, en avant, les principes fondamentaux d'un système énergétique. Lorsque vous travaillez, et je pense que vous connaissez idéalement la plupart des éléments que je vais vous présenter ici, nous sommes survolés largement et nous sommes très intéressés en tous les cas de recevoir vos retours et vos retours d'expérience sur ces différents sujets. La base pour un système de statistique énergétique est évidemment un système de collection. Mais pour que le système de collection des données soit correctement mis en place, soit correctement utilisé, il faut tout d'abord avoir un cadre légal au sein du pays qui soit solide et qui vous permette d'avoir justement la reconnaissance et l'obligation pour les différents acteurs de vous fournir ces données. Cela passe également par des arrangements institutionnels entre les différentes entités nationales du pays. Par exemple, avec le Comité national des statistiques énergétiques qui regrouperait le ministère de l'Énergie et le Bureau statistique national. Ensuite, une fois que ces arrangements et ces cadres légaux sont installés, il vous faudra avoir des mécanismes de rapportage et de dissémination bien définis. Ce que j'entends par là, ces mécanismes de rapportage, évidemment, vous pouvez avoir des questionnaires, des sondages, avoir des listes de contacts bien définies sur lesquelles auxquelles vous rapportez lorsque vous cherchez vos données, et des planifications, des tables prêtes pour la dissémination et une planification des séries et des publications que vous voulez sortir. Il est important, lorsque vous travaillez sur vos données, de savoir pour quelle publication, quel est l'objectif final de cette collecte de données et pourquoi vous en avez besoin, sous quel format vous en aurez besoin et en quoi elle sera utile à telle ou telle cible de votre publication. Pourquoi il est important d'avoir planifié cela? Pour pouvoir ensuite allouer les ressources nécessaires et suffisantes à la collecte, au traitement et à la validation des données, mais également pour la destination, si vous avez besoin d'outils d'impression ou d'outils de mise en ligne de ces données. Enfin, un élément important dans la planification de votre système de collection est la mise en place d'un temps et de moyens humains et techniques pour la révision des méthodologies et des processus si jamais vous rencontrez des changements ou des problèmes au cours de vos cycles de travail. Avoir ces temps prévus pour justement l'amélioration de vos données est essentiel pour justement pallier aux différents problèmes que vous pourriez rencontrer. Malheureusement, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes et tout ceci a un coût. La collection des données a un coût important. Mais il est important de se rappeler et de rappeler aux différentes entités que ne pas collecter les données, ne pas avoir des données de bonne qualité et correspondant à vos besoins aura un coût plus élevé et des conséquences bien plus importantes et néfastes pour l'ensemble des acteurs et de vos pays. Donc, il est recommandé de s'accorder les moyens nécessaires à votre collecte de données, mais également juste les moyens suffisants. Il est recommandé de limiter strictement vos besoins et de ne pas d'éviter d'avoir le trop de moyens qui vous ferait justement pourrait vous apporter également des problèmes. La plupart des challenges et des problèmes que vous pourriez rencontrer, vous les connaissez déjà probablement au cours de vos activités. Nous en citons ici quelques-uns. Par exemple, la libéralisation du marché. Dans beaucoup de pays, nous sommes passés d'un marché où nous avions un acteur unique, une entreprise unique qui gérait tel ou tel produit énergétique, à
des centaines d'acteurs différents, plus petits, dispersés sur tout le territoire, avec lesquels il faut pouvoir travailler. Nous avons également des flux et produits spécifiques à chacun des pays qui peuvent représenter aussi. Le cas de l'Afrique, bien évidemment, nous avons le problème de la collecte des données pour la biomasse traditionnelle et la génération hors réseau, qui sont également des challenges à relever, des travaux scientifiques très intéressants, mais des challenges à relever en termes de données à collecter. Et enfin, nous allons passer quelques temps sur ces questions, des problèmes de confidentialité avec différentes entreprises, différents acteurs qui pourraient ne pas partager les données nécessaires. Enfin, pour revenir sur la question des coûts, nous avons le manque de ressources qui peut venir de charges de travail trop importantes, de coûts budgétaires, mais également du renouvellement rapide des équipes qui peut provoquer un manque d'expérience et de continuité dans les différents travaux des équipes statistiques. Là, l'important étant d'avoir des bonnes documentations et des ressources disponibles pour tous pour permettre de reformer rapidement les nouvelles équipes. Pour représenter la collecte des données à une échelle un petit peu plus internationale avant de revenir sur la confidentialité des données, nous avons ici, c'est une représentation assez basique, caricaturale de comment la collecte des données fonctionne à l'échelle internationale. Nous avons tout d'abord l'activité énergétique, qui sera la production d'un mètre cube de gaz ou la transformation d'un kilogramme de charbon en électricité, la conduite d'une voiture qui consommera de l'essence ou la consommation d'électricité, par exemple, ce que nous faisons en ce moment en télétravaillant. Cette activité énergétique, la collecte de ces données se fera lors de la collection des données primaires, qui est faite par sondage, par données administratives, par des mesures directes ou par des estimations. Nous reviendrons sur ces éléments plus tard. Et c'est là que vous, représentant du ministère et personnes travaillant au Sénégal, êtes en train de jouer. C'est là que votre action est essentielle et importante. Nous avons ensuite la collecte des données secondaires, qui est là où l'AIE, donc en l'occurrence, pour ma part, pour les pays africains, moi, rentre en jeu, sur lequel nous collectons à une échelle plus macro ces différentes données et nous les mettons au format internationaux pour permettre des travaux entre niveau national et des rapports internationaux. Et enfin, en dernière position dans cette chaîne des données, nous avons les utilisateurs finaux de ces données, qui seront des fonctionnaires nationaux, internationaux pour les processus politiques, des organisations internationales qui sont en charge, qui serviront de données pour mettre des pressions sur les systèmes politiques, des investisseurs et des courtiers en bourse qui voudront connaître quelles sont les tendances et sur quoi se reposer, des journalistes, des businessmen et women, etc., etc. Donc l'ensemble des personnes qui peuvent avoir un intérêt dans vos données énergétiques. Il est important de se rappeler, je pense, là je vous parle de mon expérience, pourquoi vous collectez ces données et à quoi elles serviront plus tard à ces différents acteurs. Quelle va être l'utilité pour les fonctionnaires de votre pays de connaître telle ou telle donnée et sous quel format pourrait-elle devenir plus intéressante, plus utile à ces différents acteurs. Mais dans tout cela, j'ai essayé de disséminer ce message déjà dans la présentation, mais je vais le rappeler ici très fortement. Pour l'instant, beaucoup des pays ont déjà établi les relations, les arrangements institutionnels entre les ministères de l'énergie et les bureaux statistiques du pays, donc en échangeant des données sous des indicateurs ou des données sur les productions et consommations. Mais il est essentiel de se rappeler que la collaboration entre tous les acteurs nationaux est essentielle pour avoir de bonnes données. Nous avons volontairement laissé cette diapositive en montrant qu'il peut avoir un côté sablonneux, mais ce n'est pas tant le cas. Et surtout, l'important est de voir que différents acteurs, différentes entités vont pouvoir alimenter les données, participer, aider et échanger avec vous pour la collecte de ces données énergétiques. Nous avons par exemple le cas de l'Office des douanes qui est tout à fait susceptible de vous fournir les données sur les importations de charbon dans votre pays. Normalement, il devrait avoir les informations sur ces données. Un autre exemple serait, par exemple, le Bureau des forêts, le ministère en charge de la sylviculture
qui peut vous apporter des informations sur la production et la consommation de biomasse à l'échelle nationale. Donc, je vous invite très fortement par cette slide à réfléchir quels sont les acteurs qui existeraient déjà dans le pays, dans votre pays, qui pourraient déjà travailler avec des données qui vous intéresseraient. Et si vos données pourraient, eux, les intéresser aussi, travailler sur ces échanges et ces interactions entre les différents acteurs afin de renforcer votre système de collection de données. À propos de ces données, justement, alors, je réduis ceci. Nous avons une question. Je pense que nous avons ici un petit bug de notre part. Toutes mes excuses. Il nous manque une question ici. Donc, je vais revenir à la présentation. Donc, normalement, nous vous demandions ici si vous aviez déjà des exemples d'acteurs avec lesquels vous aviez travaillé. Nous reviendrons plus tard, si possible, sur ce sujet et pour en discuter plus en détail. Dans tous les cas, je pense que nous avons essayé de faire passer le message suffisamment. Nous sommes très intéressés, nous voulons vraiment pouvoir discuter plus avec vous de ces différents sujets. Et si vous avez des éléments à nous fournir, nous serons ravis des informations, des retours d'expérience, nous serons ravis de les avoir. Maintenant, allons discuter. Je vous ai parlé un petit peu plus avant de ces différents éléments, les principaux outils de la collecte des données que vous avez à votre disposition pour créer vos bilans énergétiques. Tout d'abord, nous avons les sources administratives. Comme je vous disais, il s'agit de ressources qui peuvent déjà exister et être utilisées avant toute nouvelle collecte. Ces ressources sont disponibles, par exemple, là nous avons ici le cas, l'exemple du ministère des Transports, qui peut vous fournir des informations sur les échanges internationaux via les douanes. Nous avons également comme outil utilisable le sondage. Sa limite étant qu'il nécessite un échantillon représentatif suffisant pour vous permettre d'avoir des données intéressantes et réalistes sur votre pays. Et un des avantages, c'est que de nombreux sondages existent déjà dans les différents pays et sont utilisés déjà dans les différents pays. Et parfois, il est plus facile de rajouter une question à un sondage existant, par exemple sur la consommation des ménages, que de créer un nouveau sondage qui doit être distribué et utilisé, qui demandera du temps et de l'argent et des ressources humaines importantes. Un autre outil que vous pouvez avoir à votre disposition sont les compteurs et des mesures directes sur les différentes technologies. Cela peut être coûteux, mais dans certains cas, cela fait gagner beaucoup d'argent et permet de suivre des équipements spécifiques. Mettons par exemple le cas d'un terminal de gaz naturel liquéfié qui permet, de par sa structure, d'avoir des mesures directes sur la quantité de gaz qui sera liquéfié et ainsi importé ou exporté. Enfin, un dernier outil que vous avez à votre disposition si vous manquez d'une donnée ou si un élément vous semble être aberrant dans vos séries de données sont les modélisations et les estimations. Je précise ici qu'il ne s'agit pas de modélisation au sens où les présentations de mes collègues de World Energy Outlook vous feront. Il s'agit ici de modélisation pour compléter des données historiques, des données plus anciennes. Donc, comme je vous dis, en complément de sondages qui existeraient déjà ou distincts. Mettons, pour une année, vous n'avez pas la consommation des ménages en électricité, vous pourrez vous baser sur un modèle pour estimer cette consommation. Un dernier point où nous revenons ici sur la confidentialité, qui peut être un élément difficile dans votre collecte des données. La confidentialité, l'idée de base dans nos systèmes de données, c'est que nous acceptons de marquer une donnée comme confidentielle pour éviter que ces données ne soient révélées à une tierce partie lors de la collection ou de la dissémination des données, tierce partie qui pourrait avoir gagné ainsi un avantage sur le fournisseur de ces données.
Donc, principalement, si nous avons trop peu de producteurs représentés dans une cellule, par exemple une seule mine produisant un certain type de charbon, la donnée pouvant peut-être être utile à leurs concurrents, ou alors la domination d'une ou deux entreprises dans la consommation d'un produit énergétique. Mettons du fioul lourd qui sera consommé à 80-90% par une seule ou deux entreprises dans un pays, ce qui pourrait mener à une guerre des prix qui s'installerait. Dans la vraie vie et dans les cas réalistes, euh, les problèmes qui ont réalisé se rencontrent principalement dans des cas de marché où nous aurions très peu d'acteurs dans les différents sujets, voire un monopole sur certains produits ou consommations. Voici deux exemples de cas que nous avons eu à traiter au sein de l'AIE. Malheureusement, ils ne sont pas en Afrique et si vous avez des expériences à nous transmettre sur ce genre de situation, nous serions ravis de les avoir. Nous avons le cas, par exemple, d'une entreprise pétrolière en République tchèque qui avait été rachetée par un grand groupe étranger et qui, ce grand groupe, décida que ces données devaient être confidentielles. Et nous avons dû travailler avec les autorités tchèques pendant quelques temps pour trouver une solution qui convenait à tous les acteurs, à savoir que les données que nous demandions n'étaient en réalité pas sensibles pour l'entreprise, mais étaient importantes d'être diffusées pour le pays et ainsi que l'entreprise. La solution étant tout simplement de distinguer et de séparer les données financières des données énergétiques qui étaient celles que nous demandions à ce moment. Un autre exemple au Royaume-Uni, où nous avions trois terminaux de gaz naturel liquéfié qui refusaient de partager leurs données. Et là, la solution a été de simplement décaler dans le temps la publication de ces données afin que leur marché ne soit pas dérangé par des informations sur leur activité qui auraient pu être transmises à leurs concurrents. L'élément soit confidentiel et que pour plusieurs acteurs, ça peut être utilisé comme une excuse pour ne pas faire le travail de vous fournir les données. Et ce blocage peut être parfois difficile à surmonter. Il est cependant important de leur rappeler et de leur faire valoir que les données que vous demandez ne sont probablement pas réellement confidentielles, n'ont probablement pas nécessité à devenir confidentielles, à être marquées comme confidentielles. Il s'agit de trouver un terrain d'entente, de partager et d'échanger avec ces différentes entités, ces différents acteurs, pour pouvoir trouver une solution qui conviendrait à tous. En cas de nécessité, il peut être parfois il est parfois obligatoire de passer par le renforcement, par le vote de loi de votre collecte de données pour imposer à certaines entreprises, certains acteurs de vous partager ces données. Donc, quelques dernières recommandations sur l'établissement d'un système d'information énergétique avant de laisser la parole à mon collègue Gianluca. Donc, pour regrouper mes différentes idées dans cette présentation, l'important est d'avoir des fondations légales solides. Donc, de vous donner l'autorité légale, les mandats pour la collecte et de garantir l'indépendance de vos statisticiens auprès des acteurs privés. D'établir un réseau et des arrangements institutionnels entre les différentes entités nationales des ministères, les offices des forêts, etc., mais également améliorer les partenariats qui existeraient déjà afin de permettre une gouvernance générale des données. Ensuite, une fois que vous avez établi ces deux structures, vous devez construire une procédure formelle pour bien gérer la confidentialité dans l'accès à vos données et dans vos règles de publication. La confidentialité pouvant avoir lieu au moment où l'acteur vous donne les données ou au moment où vous devez partager ces données. Donc, il est important de pouvoir protéger vos bases de données et vos sets de données, mais évidemment de pouvoir donner accès à votre travail par la suite. C'est là que vos données prennent de l'importance. Il faut établir, comme je vous le disais, une stratégie de collecte de données. Donc, stratégie qui passe par l'allocation du temps aux statisticiens et statisticiennes pour que tous et toutes améliorent les données déjà existantes et puissent collecter des nouvelles. Et ne pas vous contenter de publier ce que vous avez, mais chercher en permanence à améliorer la qualité de vos données, leur accessibilité et les utilisations possibles de vos sets de données.
Ensuite, comme vous partagez, vous publiez vos données, mais il est important de garder associé à ces données ce que nous appelons les métadonnées. Les métadonnées à jour qui seront des informations sur la source de ces éléments, sur pourquoi telle et telle tendance se forme dans vos bases de données, etc. Cette fourniture des métadonnées devant se faire à jour. L'ancien chef du bureau des données à l'AIE avait l'habitude de dire que sans les métadonnées, les données énergétiques ne sont guère plus que des nombres. Il est important d'avoir ces informations complémentaires pour justement rendre ces informations intelligibles. Et enfin, nous revenons à ma toute première slide, appliquer les recommandations et concepts internationaux que vous pouvez trouver, encore une fois, gratuitement sur les sites des statistiques des Nations Unies. Donc, vous avez le lien ici, vous l'aurez dans différentes ressources que nous vous partagerons. Il n'y a pas que les Nations Unies qui ont des ressources que vous pouvez consulter. Bien évidemment, dans ma présentation, j'ai survolé très largement les statistiques de l'énergie et l'établissement d'un système de données. Les choses sont beaucoup plus complexes et nous reviendrons ensemble sur différentes données énergétiques plus tard. Nous avons cependant plusieurs publications qui peuvent vous être utiles. Notre manuel des statistiques de l'énergie, qui est publié dans 10 langues, dont anglais et français, qui est une très bonne ressource sur comment collecter les données et comment nous mettons en forme ces données et travaillons avec. Nous avons, donc, comme je vous disais, les recommandations internationales des Nations Unies, mais également d'autres éléments pour aller plus loin, comme par exemple des manuels sur la construction des indicateurs d'efficacité énergétique et les recommandations pour créer des nouvelles politiques à partir de ces indicateurs. Enfin, nous avons sur notre site dédié aux statistiques différentes ressources de formation qui vont plus en détail que ce que je viens de vous expliquer, dont des webinaires, des questionnaires, des glossaires, etc., des documentations qui pourraient vous permettre de trouver des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer à l'avenir. C'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à mon collègue Gianluca sur la dernière partie. J'espère que cette première présentation a été intéressante et utile pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre maintenant ou plus tard sur les différents outils. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien mon écran. Merci à Nicolas et merci à tout le monde qui est ici aujourd'hui avec nous, depuis le Sénégal, mais aussi j'ai vu depuis Paris et des autres régions du monde, avec des partenaires qui se sont connectés aujourd'hui pour assister à la formation. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je commence directement avec les slides. Et je voulais remercier Nicolas parce qu'il nous a donné déjà les fondamentaux sur les statistiques énergétiques, mais aussi les lignes guides pour mettre en place des systèmes d'information énergétique nationale et les bonnes pratiques qu'on doit suivre par rapport à ça. Maintenant, moi, je vais essayer de vous expliquer un peu plus quelles sont les procédures et méthodes de validation pour être sûr que les données et les statistiques qu'on a produites sont de bonne qualité. On peut commencer par définir la qualité des données. Qu'est-ce que c'est la qualité des données? On peut les définir par 5 différentes caractéristiques. Les données doivent être pertinentes, précises, actuelles, accessibles et cohérentes. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit pertinent, on dit que les statistiques doivent répondre à les besoins des personnes qui les utilisent, que ça peut être des politiciens, des analystes, ou ça peut être utilisé pour, par exemple, de la modélisation, comme on verra plus tard dans ces programmes. Les données doivent être précises et fiables. Qu'est-ce que ça signifie? Que les données doivent représenter la réalité de la façon la plus précise possible. Donc, doivent être sorties des observations réelles. Elles doivent être actuelles et fournies ponctuellement. Ça signifie que les statistiques doivent être publiées avec la représentation de la réalité du temps récent. Par exemple, aujourd'hui, on veut voir des données, par exemple, de 2019, quand on parle des données annuelles, mais on ne veut pas voir des données de 2010. Donc ça, c'est très important d'avoir des données actuelles pour pouvoir examiner et étudier les passés les plus récents. Elles doivent être accessibles et claires. Ça signifie qu'elles doivent être
facile à comprendre, facile à, par exemple, télécharger ou à utiliser. Elles doivent être accompagnées des explications qu'on appelle, par exemple, des métadonnées. Par exemple, on doit savoir si cette donnée est sortie d'une estimation, si cette donnée est sortie d'une enquête, ou aussi la définition précise d'une donnée, par exemple, d'un produit énergétique. Qu'est-ce que cela représente exactement? Cette explication à l'appui des données vont permettre les personnes, les utilisateurs, de mieux comprendre les données mêmes. Elles doivent être aussi cohérentes et comparables. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'elles doivent être cohérentes entre elles, entre les temps, donc année après année, et entre régions et pays. Donc, elles doivent suivre une harmonisation méthodologique et de définition précise et agrégée. Comme Nicole l'a déjà bien mentionné dans la présentation, il y a les recommandations internationales pour les statistiques de l'énergie, l'IRES, que je vous suggère de regarder pour ces sujets de qualité, mais aussi pour tous les sujets de mettre en place un système d'information énergétique national et toutes les bonnes pratiques qui vont avec. En plus de l'IRES, il y a aussi des autres lignes directrices pour des données de qualité. Un, c'est les Nations Unies qui ont sorti les principes fondamentaux des statistiques officielles, et aussi l'Union européenne avec l'Eurostat qui a mis en place les codes de bonnes pratiques des statistiques européennes. Je vous suggère aussi, si vous avez le temps et le besoin, de regarder ces lignes directrices qui donnent des fondements pour générer des statistiques de bonne qualité. Maintenant, on va passer à la façon qu'on peut utiliser pour vérifier la qualité des données. Qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on a notre donnée? Première de tout, on va vérifier la cohérence interne de notre statistique et données. Il y a des éléments en particulier qu'on va rechercher. Par exemple, si une valeur est censée être la somme d'autres valeurs, on doit vérifier que ça, c'est bien le cas. Par exemple, le total de consommation dans l'industrie doit être égal à la somme de consommation de tous les produits énergétiques dans chaque secteur de l'industrie. Les variations de stock, est-ce qu'elles sont calculées de la bonne façon, correctement? Qu'est-ce que sont les variations de stock? Si on a un stock d'un produit énergétique qui augmente, ça signifie qu'on a enlevé du marché une certaine partie de ces produits. Mais si ce stock il a diminué, ça signifie qu'on a ajouté dans le marché une certaine quantité de ces produits. Donc, les signes de la variation de stock, c'est très important pour bien calculer l'approvisionnement énergétique dans certains produits. Est-ce que notre base de données est complète? On a tous les produits et tous les flux qui sont reportés dans notre bilan énergétique ou statistiques énergétiques en général. Est-ce que, par exemple, la baisse de l'utilisation d'un certain produit est complétée ou va de pair avec l'augmentation de notre produit? Par exemple, ça peut être une diminution de la consommation de la biomasse dans le secteur des ménages résidentiels, mais on va avoir l'augmentation de la consommation du GPL parce qu'il y a un changement de produit pour satisfaire au même usage final, qui en ce cas-là peut être la cuisson dans les ménages. Est-ce que nos données racontent une histoire que c'est logique et que on nous attend par rapport à les news actuelles et la réalité? Dans ce cas-là, il est très nécessaire de s'assurer que notre processus de validation des données, ou procédé de validation des données, soit bien mis en place pour identifier des possibles erreurs ou défaillances. Pour dire ça, c'est un processus d'analyse ou d'extraction et manipulation des données. Ce processus peut générer, par exemple, la perte de certaines données ou éléments. Et pour s'assurer que ça ne passe pas, on doit mettre en place du contrôle. Qu'est-ce que ça peut être dans ce cas-là? Ça peut être ajouter des simples comparaisons avec les données d'entrée, les données bases, avec les données après les calculs qu'on a fait. Aussi, recalculer les totaux pour être sûr que les totaux sont bien la somme des différents éléments qui les représentent. Dit ça, on peut aller voir un autre type de vérification, que c'est les écarts statistiques.
ce que Nicolas il a déjà actionné quand il vous a montré la différence entre l'approvisionnement et la demande. Mais qu'est-ce que c'est l'écart statistique? Quand on collecte des données énergétiques, on veut voir et comprendre l'offre d'énergie et la demande. D'où ça vient l'énergie qu'on a disponible dans les marchés et où c'est consommé. Et en théorie, l'offre et la demande doivent être égales. Ça qu'il est produit ou mis dans les marchés en général doit être consommé quelque part. Donc, on a dans la partie offre, dans la partie approvisionnement, on a, comme on a déjà vu avec Nicolas, la production, les importations nettes, que c'est les importations moins les exportations, la consommation dans les stocks internationaux, qui peuvent être maritimes ou aériennes, et la variation des stocks. Ça produira une autre offre qui représente la quantité disponible dans les marchés intérieurs pour être consommée par la demande, que c'est l'utilisation pour les processus de transformation et la consommation finale. Bien sûr, il y a aussi des pertes entre l'offre et la demande qui doivent être reportées aussi, mais la différence en général entre l'offre et la demande doit être l'écart statistique, qui en théorie doit être zéro ou très petit. Mais en pratique, ce n'est pas aussi facile de mesurer l'offre et la demande de la même façon, parce que quand on mesure l'offre, par exemple, on est en train de regarder des données provenant des business ou des entreprises productrices d'énergie, par exemple. Quand on regarde la demande, on est en train de faire des enquêtes au consommateur final. Donc, il peut y avoir des différences. Et c'est très important de mesurer cet écart statistique parce qu'il pourrait nous aider à identifier des soucis dans les données. Mais c'est quand qu'un écart statistique représente un problème. Premièrement de tout, on pourrait calculer l'écart statistique comme le rapport entre cet écart et l'approvisionnement total en énergie primaire. Donc, on aura une vision relative de la grandeur ou l'ampleur de cet écart statistique. Et s'il représente une valeur plus grande que 100%, on peut se demander s'il y a un problème dans les statistiques d'offre ou demande. Et on pourrait commencer à se demander pourquoi. Mais aussi, dans les cas contraires, si un écart statistique est égal à 0, c'est aussi très suspect. Un écart statistique égal à 0, ça peut représenter par exemple un arrangement artificiel des données, par exemple, en mettant cet écart statistique, cette différence entre l'offre et la demande dans un flux spécifique, par exemple, souvent dans les variations de stock. Mais ça, ce n'est pas une observation réelle. Donc, on doit être attentif aussi à les écarts statistiques égaux à 0 et savoir aussi pourquoi c'est égal à 0 et c'est où que c'est émis. Et être sûr qu'il n'y a pas de soucis entre l'offre et la demande. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit un écart statistique très élevé, plus de 5%? On doit, premièrement du tout, vérifier que les données d'offre et demande couvrent la totalité du périmètre, donc que toute la demande est couverte, qu'on n'a pas des données qui n'ont pas été collectées, et aussi de partie de l'offre. On doit être sûr que la production, les importations, les exportations, les variations de stock, ils ont été bien monitorées et reportées. Après ça, on doit examiner que les définitions et les méthodes utilisées sont les mêmes et les bonnes, et aussi que les pouvoirs calorifiques utilisés pour convertir des données physiques en données énergétiques ou vice-versa sont les bons et les mêmes en moyenne pour l'offre et la demande. Après, on peut aussi se poser la question si on a tenu compte de nouvelles tendances. Par exemple, ici notamment, l'exemple de l'électricité hors réseau, c'est très intéressant parce qu'on pourrait faire une enquête sur les ménages et voir une consommation électrique plus grande que les données de l'offre électrique. Ça pourrait se passer si, par exemple, dans l'enquête des ménages, on arrive à couvrir aussi la production d'électricité et la consommation faite par les mini-réseaux, mais on collecte les données, par exemple, de l'offre seulement dans les gros producteurs ou distributeurs d'électricité qui utilisent les réseaux électriques nationaux. Donc ici, on peut voir déjà une différence entre les deux. Ça, c'est un exemple, je pense, qui peut être intéressant pour le Sénégal. Maintenant, on a parlé des écarts statistiques et on peut passer à un autre type de vérification qu'on peut faire sur les données. Et ça, c'est les utilisations propres du secteur énergétique et les pertes des produits énergétiques. J'aime bien les exemples sur l'électricité, pas seulement parce que je suis un
en ingénierie électrique, ou je veux faire plaisir à Sénélec aujourd'hui, c'est que je pense que c'est le cas le plus simple pour faire des exemples. Donc aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'exemples sur l'électricité, mais ces types d'exemples peuvent s'appliquer aussi à des autres produits énergétiques. On va les voir dans les webinaires qui vont suivre dans les semaines suivantes. Donc, on regarde cet exemple de l'utilisation propre des pertes dans le secteur de l'électricité. Quand on parle d'utilisation propre de l'électricité par les centrales électriques, on parle de l'utilisation de l'électricité que les centrales électriques elles ont besoin pour le bon fonctionnement. Par exemple, pour le fonctionnement des équipements nécessaires à la transformation de l'électricité, qui sont nécessaires pour l'éclairage des bureaux, pour le chauffage, etc., etc. Normalement, ces valeurs n'est pas plus grande de 5% de la production totale. Et comme on voit, dans tous les pays et régions du monde, comme dans cet exemple, il varie entre 4 et 6%. Donc, ce n'est pas trop grand, la fourchette n'est pas très ample. On doit se demander aussi s'il y a une variation très grande année entre année de cette utilisation du secteur de l'énergie, mais aussi s'il y a une valeur, comme je disais, beaucoup plus grande que 5% ou aussi très petite. On parle maintenant des pertes d'électricité. Les pertes d'électricité, dans le cas de l'électricité, sont dues au transport et la distribution dans les réseaux et techniquement doivent être mineures ou égales à 10%. Par contre, ces valeurs peuvent atteindre beaucoup plus dans certains pays, jusqu'à 30%, dans le cas où le réseau électrique est dans un état médiocre ou la maintenance est limitée. Ainsi que dans certains pays, il y a beaucoup de vols d'électricité, comme on peut voir dans cette image, beaucoup de câbles qui s'attachent au réseau de distribution pour récupérer de l'électricité de façon fraudulente. Ici, on a un petit graphique qui nous montre les pertes d'électricité par rapport à la consommation totale d'électricité dans différentes régions du monde. On peut voir que dans les pays de l'OCDE, cette valeur il est plus faible par rapport au bon état des réseaux. Et dans des pays comme en Afrique, on arrive jusqu'à 17% en moyenne. Ça, c'est dû, comme on disait, à l'état de réseau électrique, mais aussi à la présence de vols d'électricité. Après dit ça, on peut voir un autre type de vérification des données. On va reparler d'un concept que Nicole a déjà traité beaucoup, que c'est le pouvoir calorifique. Mais c'est très important parce que c'est la base de conversion des produits énergétiques en unités énergétiques depuis les unités physiques ou vice-versa. Donc, c'est important de revoir ces concepts plusieurs fois. C'est important qu'on vérifie que chaque produit énergétique, le pouvoir calorifique utilisé, qu'il soit supérieur ou inférieur, rentre dans la fourchette attendue. Par exemple, on ne peut pas avoir de l'anthracite avec un pouvoir calorifique de 18 kJ par kilo, parce que ça sera un autre produit énergétique avec un plus faible pouvoir calorifique et donc de qualité énergétique différentes. Donc, on doit comparer ces pouvoirs calorifiques avec les valeurs par défaut ou les fourchettes attendues. On doit les comparer aussi à les valeurs historiques et on doit tenir en compte qu'il y a des différences, comme Nicole l'a déjà dit, entre les mêmes produits qui viennent de différentes sources. Pour être de différents pays, mais aussi dans le même pays, de différentes mines, par exemple dans le cas du charbon. Il faut aussi s'assurer, comme on a vu dans la première slide de ma présentation, que le pouvoir calorifique utilisé pour la demande est comparable à celui utilisé pour l'approvisionnement ou l'offre de l'énergie. Ça, c'est très important pour s'assurer aussi qu'on a un écart statistique faible et que l'écart statistique ne vient pas d'une erreur d'utilisation de pouvoir calorifique différent. Maintenant, on peut passer à un autre type de vérification qu'on peut faire sur les données, et ça, c'est les taux de croissance. Ici, on va juste voir s'il y a une variation relativement grande entre une année et l'autre. C'est calculé simplement comme un growth rate, un taux de croissance. C'est la différence entre l'année N et l'année N-1 divisé par l'année N-1 et multiplié par 100. Et ça donne le pourcentage de différence ou de croissance d'une valeur année entre année. Ça, c'est très important parce qu'elle peut nous faire identifier des problèmes avec les données, mais certaines fois, dans
certains cas spécifiques, ça peut être justifiable. Par exemple, il y a des effets climatiques ou socio-économiques qui peuvent expliquer une variation rapide de certains flux énergétiques. Donc, s'il y a une grosse variation, il faut vérifier aussi si c'est justifiable logique. Ce n'est pas forcément une erreur, mais c'est bien de les identifier. Et s'il y a une grosse saisonnalité dans les données, par exemple, si on traite de données mensuelles, c'est aussi important de vérifier ou de comparer ces croissances, pas avec les mois précédents, mais avec les mêmes mois de l'année précédente. Par exemple, dans le cas en Europe du chauffage en hiver, on préfère comparer avec les mêmes mois la consommation d'un produit énergétique utilisé par le chauffage, comme dans cet exemple pour le gaz naturel. On peut voir dans cet exemple qu'il y a une augmentation très importante par rapport à la consommation de gaz naturel dans les mois d'août en 2017 par rapport à les autres mois dans la même année. Donc ça doit nous faire poser des questions, essayer de vérifier s'il y a une explication ou si c'est juste une erreur des données, de reporting. Ça peut venir de différentes causes, comme on a déjà vu, de pouvoir calorifique, ou d'un mauvais reporting, d'un double comptage, etc., etc. Pourquoi c'est utile d'utiliser un taux de croissance? C'est utile pour les flux et pertinent pour les flux de production et consommation, mais c'est moins pertinent pour les variations de stock ou les importations et les exportations. Parce que pour ces derniers deux flux, on peut voir des variations plus significatives et sont plus logiques. Par contre, on peut voir aussi des grosses variations par des produits par lesquels la valeur de base ou de l'année N-1, c'est très faible. Notamment pour les énergies renouvelables, on peut voir des grosses augmentations, un gros taux de croissance, mais à partir d'un niveau faible au début. Donc, ça pourrait être aussi une explication logique de se dire une augmentation de 100%, mais c'est expliqué du fait que les valeurs initiales étaient faibles. Maintenant, on va continuer à voir un peu comment est-ce qu'on peut vérifier les séries de données, donc depuis différentes années ou différents mois. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont cohérentes? Les données sont cohérentes si la tendance est conforme à les attentes. Par exemple, pour une certaine raffinerie, on sait qu'il y a une maintenance, donc on s'attend d'avoir une diminution ou un arrêt complet du raffinage, donc des entrées et sorties de la raffinerie, ou par rapport à des perturbations météorologiques. Par exemple, pour les gaz naturels, on peut voir que par rapport à les conditions météorologiques, le stockage et la demande du gaz peut changer, notamment parce que le gaz naturel c'est utilisé pour le chauffage, surtout dans la région européenne. La production d'électricité est affectée par les précipitations. Si cette année il plu beaucoup moins, on verra que les gros bassins hydroélectriques vont produire beaucoup moins d'électricité que par rapport à des années avec plus de précipitations. Un exemple intéressant, c'est aussi l'installation des mini-réseaux. L'augmentation des mini-réseaux dans les pays devra entraîner aussi une augmentation de production d'électricité. Donc, si on voit une grosse augmentation de production d'électricité, on doit se dire, regarder pourquoi. Et dans les cas où, dans certains pays, ça peut être par rapport à la mise en place de nouvelles infrastructures de production d'électricité isolées, comme les mini-réseaux. Ici, j'ai mis un exemple avec des données, ça peut être intéressant parce que ces données sur l'Afrique subsaharienne, ça exclut l'Afrique du Sud, mais il inclut tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Et en bleu, dans les petits points, on peut voir l'évolution de l'accès à l'électricité dans ces pays. On peut voir que depuis 2000 à 2017-18, on est passé de plus ou moins 25% de la population avec un accès à l'électricité à plus de 45%. Donc ça, c'est une augmentation significative de l'accès à l'électricité de la population. Et donc, on s'attend que la production d'électricité va aussi augmenter, comme on voit en rouge. Elle a bien sûr suivi cette tendance. Bien sûr, l'accès à l'électricité, ce n'est pas le seul facteur qui impacte la production d'électricité. Il y a plein d'autres facteurs, que c'est la croissance économique, la structure de l'économie, si on va avoir plus d'industrie lourde ou plus de services, si on va avoir aussi une augmentation de la population en général, ou la consommation per capita qui va changer. Mais comme dans cet exemple, l'accès à l'électricité a augmenté d'une façon très significative, c'était très plausible de voir
une grosse augmentation de production d'électricité aussi. Donc ça, c'est une façon de s'assurer que des tendances énergétiques sont cohérentes avec les conditions observées. Aussi, on doit être sûr que les séries de données sont cohérentes avec des données collectées par autre source. Un exemple intéressant, encore par rapport à l'électricité, c'est si on a la production d'électricité à partir du gaz naturel. Ces données sont aussi pour l'Afrique subsaharienne. On s'attend que s'il y a une augmentation des combustibles, dans ce cas-là, gaz naturel, utilisé pour la production d'électricité, on va voir aussi une augmentation de la production d'électricité. Et si dans cet exemple, on voit très bien que l'input, donc l'entrée de gaz naturel dans les centrales d'électricité, est suivi par la production d'électricité. Notamment ici, en 2009-2008, on voit une petite diminution de l'utilisation du gaz naturel dans les centrales électriques et aussi une petite diminution de la production d'électricité. Par contre, aussi dans ces graphes, on peut aussi noter qu'il y a un découplage, un découplement, un écart entre la production d'électricité et l'utilisation du gaz naturel. Et ça, c'est tout à fait explicable par rapport à l'augmentation de l'efficacité énergétique dans ce type de centrales électriques en Afrique subsaharienne, qui est passé de plus ou moins 30% à plus ou moins 40% de 2000 à 2017. Donc ça explique l'écart entre la production et l'input des combustibles. Dit ça, ça nous aide à passer à la prochaine slide parce qu'on va parler de contrôle et vérification de qualité des données par rapport à l'efficacité dans le secteur de la transformation. Comment est-ce qu'on calcule l'efficacité d'une transformation? On va diviser la sortie de cette transformation totale, énergie utile, par rapport à l'entrée totale d'énergie. Il existe une relation directe entre l'entrée et les sorties qui dépend directement du type de transformation et de la technologie. Par rapport à la transformation des combustibles en électricité, que c'est notre exemple préféré aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples des autres secteurs dans les webinaires qui vont nous suivre dans les semaines prochaines. On va voir dans cet exemple l'entrée de deux combustibles différents, ça peut être du charbon et de la biomasse, et une sortie d'électricité. Pour calculer notre efficacité, on doit diviser la sortie C de l'électricité par la somme des entrées A et B. Par contre, on doit s'assurer que les unités utilisées pour calculer cette efficacité sont dans la même unité énergétique et sous la même forme. Donc, qu'on a utilisé un pouvoir calorifique supérieur ou inférieur par toutes les énergies utilisées, surtout dans les entrées. Important quand on calcule notre efficacité, c'est de s'assurer que certaines conditions sont là. Par exemple, on ne peut pas avoir dans n'importe quelle transformation une efficacité supérieure à 100%. Donc, ça, c'est déjà un premier calcul. L'énergie ne se crée pas de rien, mais se transforme. Donc, si on a 10 en entrée, on ne peut pas avoir 15 en sortie. Après, les rendements et l'efficacité doivent tomber dans une certaine fourchette selon les types d'installation, les combustibles utilisés et la technologie utilisée. Et les gains d'efficacité ne vont pas varier considérablement année après année par une certaine centrale ou centrale de transformation en général, car des mises à niveau technologiques nécessitent du temps, du capital, etc., etc. Mais maintenant, on peut aller voir ces fourchettes pour différents types de transformation. Pour les centrales de production d'électricité, on peut avoir une grosse fourchette qui va entre 10 pour les moins efficaces jusqu'à 60% pour les centrales, par exemple, à cycle combiné, qui peuvent arriver dans certaines conditions à des efficacités très élevées de 60%. Pour les centrales de cogénération, qui produisent soit la chaleur que l'électricité, on peut arriver jusqu'à 80% aussi. Dans les raffineries, on s'attend que l'efficacité énergétique, donc on parle en termes d'énergie, qu'on va entre 95% à 100%. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de pertes dans les raffineries plus élevées que 100%. S'il y a, ça signifie que, par exemple, on a oublié de reporter une partie de l'offre. On a
reporter l'entrée de pétrole ou des autres produits qui rentrent dans la raffinerie un peu plus, là, du double comptage par exemple. Par contre, si on va dans un exemple intéressant par le Sénégal et l'Afrique subsaharienne, c'est la production de charbon de bois. On voit qu'il y a une fourchette très ample qui peut aller de 10% à 500%. Ces fourchettes, ça dépend du type de production de charbon de bois et il y a très différents types et technologies pour produire le bois qui peuvent aller de façon très artisanale, notamment juste faire un trou dans la terre, mettre du bois, couvrir et faire des réactions de combustion sans oxygène et transformer ces bois en charbon de bois. On peut avoir des technologies beaucoup plus efficaces, comme l'utilisation des fours, comme on voit en bas à droite dans cet exemple pris de la Food and Agriculture Organization, des fourneaux en acier qui vont avoir des efficacités de production de charbon de bois beaucoup plus élevées. Ça, c'est un sujet très important, mais qu'on va toucher dans les webinaires sur la biomasse, beaucoup plus en détail dans les semaines à suivre. Dit ça, c'est important pour que quand on calcule notre efficacité, on doit s'assurer que ça tombe dans ces fourchettes par rapport aussi à la technologie qu'on sait qui est utilisée dans notre pays ou de cette spécifique flux de transformation. Maintenant, moi aussi, je préparais une petite question pour Menti.com. Ça va être le même code qu'on a utilisé avec Nicolas. Je vous demande d'essayer de vous connecter à nouveau sur Menti.com en utilisant le même code. Et moi, en même temps, je vais essayer d'aller sur le bon site. Hop. Hop là là. Est-ce que vous pouvez voir l'écran de Menti maintenant? Parfait. La question c'est quelle est la centrale électrique la plus efficace entre ces trois-là? La centrale à cycle combiné de gaz, la centrale à charbon subcritique ou une centrale à gaz à circuit ouvert? Je vois déjà 7 réponses. C'était très rapide, ces participants. 8. Tout le monde dit la même chose. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que ça, c'est pas vrai? 9. En effet, comme on a dit et comme vous savez très bien, les centrales à cycle combiné sont beaucoup plus efficaces que les autres deux centrales de cet exemple, pour différentes raisons techniques que je pense qu'on n'a pas besoin de traiter aujourd'hui. Notamment, c'est la récupération de la chaleur de gaz qui va sortir de la turbine pour la reproduction de l'électricité dans une turbine à vapeur. Mais ça, ce n'est pas un cours d'ingénierie électrique ou de power production. Donc, on peut revenir à notre slide sur les statistiques. Donc, c'était la bonne réponse et personne ne s'est trompé. C'est très bien. On n'a que des ingénieurs électriques ici. Hop là là là. Je suis revenu sur mes slides. Et maintenant, on va continuer la présentation. On va parler des réconciliations des séries de données. Comme vous pouvez savoir, il y a beaucoup de marchandises qui sont exportées et importées. Et on dit plus de 98% qui font l'objet de classements par rapport à différents systèmes, notamment les systèmes harmonisés ou les CPC. Il y a aussi un système de classification des produits énergétiques qui sont exportés et importés ou commercialisés internationalement, c'est le CIEC. C'est très important aussi cette classification pour reconnaître les produits qui sont tradés ou commercialisés à niveau international. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a certaines fois des différences dans la classification par des différents systèmes. Il peut y avoir les mêmes produits qui sont appelés de façon différente, ou il peut y avoir des définitions qui sont un peu différentes pour les mêmes produits. Par exemple, ici, un exemple sur le biodiesel, qui dans un système harmonisé peut inclure jusqu'à 70% de pétrole d'origine fossile. De diesel d'origine fossile. Donc, il faut faire attention aussi à les types de systèmes de catégorisation qu'on utilise et être sûr qu'on parle bien du même produit. Ici, on peut voir un exemple, par exemple, pour les bois de chauffe et les charbons de bois et les différents systèmes de classification. Comme on voit bien, chaque système il a son code qui est différent. Donc, on doit s'assurer
d'utiliser les bons reporting indépendants du système de classification avec lesquels on a collecté ces données, on a reçu ces données, on a trouvé ces données. Maintenant, on va parler d'un autre type de vérification. On appelle vérification en parallèle. Et ça s'applique à toute donnée qui a une dimension bilatérale. Notamment, ici, on parle, par exemple, d'importation et exportation. Pourquoi bilatérale? Parce qu'une importation pour un pays, ça représente une exportation pour un autre pays. Et ça doit représenter la même valeur, en théorie. En effet, c'est important dans ces cas-là, si on trouve des soucis ou des différences entre ce type de données, par exemple les importations de PIA par rapport au PIB, qui sont différents des exportations du PIB aux Pays-Bas, PIA, pardon, les Pays-Bas, c'est autre chose. Ces différences-là doivent être identifiées et doivent être investiguées. Pourquoi? Parce que, notamment, ces deux valeurs-là doivent représenter la même chose, le même échange de produits. Dans ces cas-là, c'est encore l'électricité. Ici, comme on voit, il y a une grosse différence. Donc, les statisticiens vont regarder pourquoi il y a cette différence, pourquoi les pays B m'a dit qu'il a exporté ces valeurs et le pays A m'a dit qu'il a importé que ces valeurs-là. Ça peut venir de différentes raisons. Par exemple, la méthodologie utilisée pour faire le reporting des flux commerciaux, ça peut être des flux physiques, ou ça peut être contractuel pour des autres. Et des autres, ils peuvent utiliser les pays d'origine et destination. Et des autres utilisent les transits aussi. Donc, si on produit juste un train de transiter par un pays, il est reporté comme export-import. Mais des autres pays, ils vont utiliser que les pays d'origine ultime et de destination finale, comme reporting d'échange de produits énergétiques. Donc, ça, c'est un premier type de raison qui peut nous porter à avoir des différences. Une autre, ça peut être la source des données. Par exemple, un pays utilise des données d'entreprise, des autres, ils utilisent des enquêtes, ou les données viennent des douanes. Donc, chaque pays peut avoir aussi sa propre définition pour les mêmes flux énergétiques. Et ça revient à la même recommandation d'avoir toujours des métadonnées détaillées qui accompagnent nos données énergétiques. Parce qu'avec ça, on a les outils pour après enquêter et identifier les pourquoi de ce type de différence. Donc, c'est toujours important de savoir si une donnée vient d'une certaine source ou l'autre, sa définition exacte, et aussi si elle est estimée aussi bien des observations réelles. Maintenant, on voit un autre type de vérification, et c'est la comparaison et la cohérence avec les données socio-économiques. Par exemple, dans cet exemple, on peut voir la comparaison avec les PIB. Dans les pays membres de l'OCDE, avec de l'AIE, en ce cas, dans la crise qu'il y a eu en 2018, on a vu une grosse diminution du PIB, accompagnée d'une diminution de l'énergie primaire. Comme on peut voir ici dans les deux graphiques, la diminution en 2018-2019 du PIB et aussi de la consommation d'énergie. Donc, quand on regarde, comme on a déjà vu aussi dans les slides précédents, quand on regarde un changement drastique de demande d'énergie ou de l'offre, on peut essayer de regarder s'il y a des explications dans des données ou des sources tierces, comme par exemple les données socio-économiques. Dans ces cas-là, la crise économique avait engendré une diminution de la consommation parce que l'industrie, elle consommait moins, etc., etc. On va voir des tendances similaires aujourd'hui avec la crise du Covid-19. On va voir une grosse diminution du PIB des pays, mais aussi on va voir cet effet sur la consommation d'énergie. Notamment, l'AIE, elle a sorti une analyse très intéressante dernièrement que je vous invite à regarder sur notre site, sur l'impact de la crise pandémique actuelle à la consommation énergétique du pays du monde et des différents produits. Après, il est aussi important, si on travaille par exemple avec les données annuelles ou vice-versa avec les données mensuelles et trimestrielles, de les comparer entre eux. En effet, en théorie, la somme des données mensuelles ou trimestrielles doit être très proche ou la même que les données annuelles. Par contre, ce n'est pas certaines fois le cas.
Comme on voit dans cet exemple, en 2016, la somme des données mensuelles de consommation d'approvisionnement de GPL, elle était beaucoup plus faible que les données annuelles. Ça peut être expliqué pour des raisons spécifiques, qui peuvent être les révisions, parce que les données mensuelles ont été construites et collectées l'année dernière, et les données annuelles sont collectées cette année. Donc, il peut y avoir ou des révisions, et donc un changement dans les données. Mais aussi une différence de définition. Par exemple, les données mensuelles, comme ils ont besoin d'être collectés dans une fourchette de temps très limitée, plus rapidement, il peut y avoir des définitions plus simples pour les flux et pour les produits. Donc, différents des définitions utilisées dans les statistiques annuelles. Et ça peut aussi engendrer des différences entre les données mensuelles et annuelles. Et ça, comment est-ce qu'on va faire quand on a des données qu'on n'a pas pu collecter et qui sont manquantes? Qu'est-ce qu'on doit considérer? C'est quoi l'approche qu'on doit entreprendre quand il y a des données qui manquent et ne sont pas là? Je voulais commencer avec des principes et des lignes directrices. Quand on a cette situation, il est toujours préférable que la majorité des données viennent des observations réelles et que les estimations doivent être utilisées que pour les flux qui représentent une faible proportion du total de notre système énergétique. Et aussi, elle doit durer pendant une période courte, parce que si on commence à estimer des données, comme c'est fait des fois, pendant des périodes de temps très larges, on peut arriver à des erreurs encore plus grandes dans le temps. Si on ne compense pas avec des observations réelles entre estimation et estimation. Donc, les stratégies peuvent être très différentes pour les estimations de données manquantes et ça dépend très fortement des types de données qui manquent et aussi de la grandeur ou de l'ampleur que la donnée manquante représente. Qu'est-ce qu'on doit penser du moment qu'on décide d'estimer une donnée manquante, du moment qu'on identifie qu'on a une donnée manquante? La première question qu'on doit se poser, c'est il y a quelqu'un d'autre, notre agence, notre ministère qui est en train de collecter déjà ces données et donc on peut utiliser directement ces données collectées par des partenaires, des autres sources, au lieu que se mettre à l'estimer. Ça, c'est la première chose, c'est la moins coûteuse et la plus efficace. Après, on doit se demander, c'est quoi l'importance de ce flux ou ces produits pour mon pays ou pour mon procédé ou pour mes statistiques? Et cela nous donne des informations pour décider les ressources qu'on peut employer pour l'estimation de ces données manquantes. Après ça, on peut aussi se demander, quand on a décidé d'aller pour l'estimation, est-ce qu'il y a des flux ou des autres données avec lesquelles ces données manquantes sont très liées et donc ces données qui existent, ils peuvent m'aider et faciliter l'estimation? Est-ce qu'il y a une tendance historique ou saisonnière que je peux utiliser pour l'estimation, comme on l'a déjà vu par exemple dans des autres exemples de les slides précédents? Et aussi, on doit se questionner du fait, est-ce que ces périodes peuvent être différentes par rapport à les périodes passées? Ça, c'est un domaine, par exemple, que l'AIE, quand il a estimé l'impact de COVID-19 à la demande d'énergie, s'est posé par rapport notamment à la différence des températures moyennes ou des degrés jour cette année par rapport à les années précédentes. Donc, pour essayer de voir les différents impacts climatiques et les couper des impacts de la crise. Donc, c'est important aussi de voir si ces périodes peuvent être différentes par rapport à des autres raisons. Comme j'ai dit, les degrés jour, ça peut être une année très chaude, donc on a besoin de beaucoup plus d'énergie que les périodes de l'année précédente pour la climatisation des locaux. Donc, ça, c'est à prendre en compte aussi. Est-ce que les données, les tendances du marché peuvent nous aider pour faire notre estimation? Oui ou pas? Ça, c'est aussi à prendre en compte. Et beaucoup d'autres hypothèses, estimations, etc., doivent être prises en compte pour l'estimation des données manquantes. On dit tout ça.
Je vais revenir un peu à ça que Nicole a déjà dit de façon un peu plus détaillée peut-être. Qu'est-ce qu'on fait nous à l'IA par rapport à la validation pour s'assurer la qualité des données? Ça, c'est notre processus qui va de la collecte des données. Donc, les données sont reçues des fournisseurs de données, que par rapport à l'IA, c'est les pays. Les données sont traitées et on a une première vérification d'incohérence. On regarde les retours de stock, s'il y a des valeurs négatives, s'il y a des erreurs dans la somme, s'il y a des erreurs entre différents produits, ou s'il y a des erreurs, comme on a vu, en parallèle avec le reporting des différents pays pour des valeurs qui doivent être les mêmes. Après qu'on a fait ça, on a des itérations déjà avec les fournisseurs de données. On fait des vérifications aussi avec les séries temporelles, comme on a vu aussi dans les slides précédents. On fait des vérifications de cohérence, d'équilibre. On regarde s'il n'y a pas de valeurs aberrantes. On regarde si les pouvoirs calorifiques sont bien les bons qui sont utilisés. On calcule les efficacités énergétiques, un peu les choses qu'on a regardées avant. Et on a des itérations, comme je disais, entre les fournisseurs de données et l'IA pour être sûr que tous les possibles erreurs identifiées sont ou résolues ou expliquées. Après ça, les bases de données de l'IA sont gelées et donc il y a des contrôles finaux par des experts ou des pairs de l'IA et aussi des partenaires. Et finalement, ces bases de données peuvent être publiées sur le site de l'IA et téléchargées par les différents acteurs et utilisateurs des données dans les sites et dans les data services de l'Agence internationale de l'énergie. Maintenant, j'ai fini ma présentation. Je voulais qu'on revienne sur menti.com pour essayer de refaire les quiz qu'on a fait au début pour voir s'il y a des réponses différentes et aussi pour voir les bonnes réponses à les premières deux questions que Nicolas vous a posées. Donc, je vais essayer de changer de partage d'écran pour aller sur Menti. Hop. Non, ce n'est pas le bon. C'est ici. Hop là. Et ça, c'était la première question que Nicolas a posée. Vous pouvez répondre à nouveau. Qu'est-ce que c'est le pouvoir calorifique? Est-ce que c'est la quantité d'énergie contenue dans un combustible? C'est la température de changement de phase d'un gaz ou la valeur monétaire du prix d'une calorie de combustible? La réponse, elle arrive vite, 13, 14, 15. Et je pense que tout le monde a bien compris, mais je tiens à mentionner que déjà, quand Nicole elle avait posé la question, il y avait la majorité des personnes qui avaient répondu bien. Donc, c'est bien, le pouvoir calorifique représente la quantité d'énergie qui peut être extraite de la combustion d'un produit énergétique. Donc, combien de mégajoules on peut extraire d'un kilo de charbon, par exemple. Ça, c'est très bien. Tout le monde a bien répondu. Et la deuxième question que Nicole elle avait posée, c'est comment est-ce qu'on peut vérifier les données dans une transformation d'une centrale technique, les données entrantes et sortantes. Est-ce qu'on peut analyser la tendance de production? Est-ce qu'on compare les rapports des sortants entrants avec les efficacités attendues dans les fourchettes du type de la centrale? Est-ce qu'on va comparer les niveaux de production avec les pays similaires? Les réponses arrivent. Alors, il y a 19 réponses déjà, et en effet, c'est la bonne réponse. On va calculer les rapports sortant-entrant, que c'est l'efficacité d'une centrale thermique, et on va la comparer à la fourchette attendue par les types de la centrale. Comme on a vu, il y a des différentes fourchettes par rapport à la technologie. Donc, bravo à tout le monde. Vous aviez déjà répondu bien avant les cours, donc vous êtes des stagiaires très préparés. On va maintenant finaliser la présentation. Je voulais donner la
parole à un de mes collègues pour voir s'il y a eu des questions importantes pendant la présentation qu'on doit répondre. Alors oui, nous avons eu quelques questions, deux questions intéressantes que je vais représenter ici. Donc tout d'abord, une question de notre collègue Kader Diop qui nous posait des questions sur comment si nous avions déjà rencontré des problèmes sur la collecte des données de soutage maritime et surtout aérien. Alors déjà, merci pour cette question et je précise que nous allons revenir sur ce point dans nos prochaines présentations que nous allons détailler chacune des grandes familles de produits énergétiques. Mais comme je vous le disais, la question des soutages, c'est une question en statistique énergétique qui est assez compliquée et qui est en même temps très importante parce que ça représente pour les calculs des émissions de gaz à effet de serre une quantité vraiment importante de l'ensemble des émissions mondiales. Et donc, comme je vous dis, l'important, quand vous collectez ces données, nous rencontrerons, je pense, toujours dans les prochaines années, des problèmes, en effet, sur la collecte de ces données. Et ce qui est important, c'est de bien travailler avec les différentes entités, donc les autorités portuaires et les aéroports, à justement bien identifier quelles sont les origines et surtout les destinations des appareils qui se fournissent en carburant dans ces différentes structures. La distinction se fait là, on rapporte dans soutage les quantités de carburant qui ont été fournies à des appareils, bateaux ou avions, se rendant dans des pays étrangers, ayant pour destination des pays étrangers. C'est là tout un travail à faire avec vos fournisseurs de données dans ces différentes entités pour qu'ils distinguent eux-mêmes leur information. Pour le moment, nous avons trouvé des solutions dans le cas du trafic aérien en nous basant sur des bases de données internationales qui tiennent en compte, gardant en compte, qui suivent les vols internationaux et nationaux et nous permettent ainsi d'estimer quel est le pourcentage de vols en partance de tel aéroport qui rentre en réalité dans la catégorie des soutages internationaux. Mais il ne s'agit là que d'une estimation malheureusement. Et ensuite, une question de Diabel Diop qui nous demandait s'il pouvait y avoir des différences d'énergie au cours du transport du fait de différences de température extrêmes. Des effets de dilatation, par exemple, dans le transport d'un pays à l'autre. Alors, des différences d'énergie, normalement, non. C'est justement l'intérêt d'un suivi des données en unité énergétique. C'est que normalement, si on vous livre 1 terajoule de gaz naturel, normalement, il ne devrait pas évoluer au cours de temps. Ce qui peut impacter la quantité d'énergie produite fournie sera par exemple des fuites, où là, l'énergie, une partie du carburant sera perdue, donc une partie de l'énergie livrée. Cependant, il peut y avoir des variations des données dans les transports avec la température pour le cas du gaz naturel, où suivant la température de mesure du volume à quelle température vous mesurez le volume de gaz, vous n'aurez pas exactement le même volume. C'est pour ça qu'il est important, quand vous collectez des données, d'avoir ces informations sur en quelles conditions nous sommes en train de travailler actuellement pour le gaz naturel. Et je pense que s'agissait des deux questions. Après, nous avons eu quelques petits soucis techniques apparemment de Zoom sur les présentations. Moi, je pense que cela se résoudra un peu plus tard. Arnaud, avais-tu repéré d'autres questions sur le chat peut-être? Ah, nous avons une troisième question de monsieur Woudou Démé, ou monsieur ou madame, je ne suis pas sûr. Comment gérer les productions d'hydroélectricité par des barrages sur plusieurs pays, cas des entreprises extraterritoriales? Alors là, nous avons une question extrêmement précise qui se pose. Normalement, nous concentrons, quand nous collectons les données, donc je vous dis, nous utilisons la production d'énergie, nous concentrons sur la production d'énergie de produits, la production commercialisable, et également nous nous concentrons sur la limite géographique. Donc, s'il s'agit d'une entreprise, mettons un barrage qui se situerait au Sénégal, mais entretenu par une entreprise malienne, j'invente une situation, ce n'est peut-être pas le cas ici dont vous parlez, la production sera tout de même rapportée dans les données du Sénégal et avec un export de cette électricité qui ira vers le Mali. Mais nous nous concentrons sur les
les frontières sur la production au sein des frontières, quelle que soit la nationalité de l'entreprise qui produit. Mettons un champ de produits pétroliers, c'est aussi un champ de produits pétroliers qui serait tenu par Total, donc une entreprise française, mais la production de pétrole est tout de même rapportée dans les statistiques nationales des pays dans lesquels ils font leur production. C'est le même cas pour le cas de ce barrage. Alors, une question de Madame Fatou Tiemso. Bonjour Madame. Pourquoi les pays non producteurs, pour les pays non producteurs, est-ce que l'utilisation de pouvoirs calorifiques par défaut est correcte? Alors, normalement, les produits par défaut rentrent justement dans une moyenne internationale de ces produits, donc ça peut être une bonne première approximation. Cependant, normalement, lors des importations des produits énergétiques, il devrait être attendu que dans les critères de ces importations, il y ait le pouvoir calorifique justement de ces produits énergétiques. Dans le cas des produits pétroliers, tels que le kérosène, le pétrole lampant ou le gasoil, il s'agit là de produits avec des critères physiques et chimiques très précis. Donc, on peut utiliser des valeurs par défaut qui seront sensiblement proches. Dans le cas d'un charbon ou du gaz naturel, là, il est intéressant de demander à ce que lors des importations, il y ait la donnée de la qualité du carburant qui soit collectée en même temps. Comme vous l'avez vu dans le cas du charbon, un charbon bitumineux qui viendrait d'Afrique du Sud ou du Maroc n'ont pas du tout les mêmes contenus énergétiques. Et cela impacte également le calcul par la suite des émissions de gaz à effet de serre. Donc, suivant les produits, il peut être important de tout de même collecter les données. Les valeurs par défaut sont une bonne première approche, mais il faut garder en tête que ces informations sont importantes. J'aurais pu enregistrer cette réponse manifestement. Bon. Je découvre également les technologies de ce webinaire. J'espère que ces réponses ont été claires. Je pense que oui, nous avons largement dépassé le temps que nous avions prévu pour ce premier webinaire. Donc, je vais peut-être laisser la parole à mon collègue Arnaud à nouveau. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir peut-être par mail et nous pourrons y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, merci Gianluca et merci à tous pour votre attention durant ce webinaire. On a effectivement largement dépassé le temps qu'on s'était donné. C'est aussi dû à l'ouverture qu'on a faite. Je pense que pour les prochaines séances, on arrivera à être un petit peu plus bref. Mais en tout cas, on tenait à avoir cette phase de questions-réponses et on tiendra également dans les prochaines séances à avoir ces échanges. Comme le disait Nicolas, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par email d'ici là. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure pour le deuxième cours sur les statistiques. Pour ceux qui n'auraient pas encore rempli le petit quiz d'évaluation des connaissances, merci de le faire au plus vite et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez également des soucis pour y accéder. Bonne journée à tous, merci encore à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. À la Merci et semaine passez une bonne prochaine. journée.